Aujourd'hui, nous allons parler du Japon. Car pendant que les marchés américains vacillent, le Japon, lui, est en mode urgence. C'est une situation critique qu'il faut absolument comprendre car elle met en lumière deux vérités fondamentales. Plus votre dette est colossale, plus vos problèmes financiers s'aggravent. Et il existe une limite à ce qu'un pays peut emprunter avant de mettre son économie en péril. Le Japon en est l'exemple parfait. Son ratio dette sur PIB atteint des sommets, environ 240%. Cela représente 2,4 fois la valeur totale de son économie annuelle. Cette montagne de dette piège le Japon dans une impasse redoutable. Pour comprendre l'ampleur du problème, il suffit de comparer. La dette japonaise est plus de 2 fois supérieure à celle des États-Unis. Et dans ce contexte, une hausse des taux d'intérêt devient un véritable cauchemar. Car soudainement, le remboursement de la dette devient bien plus coûteux, ce qui prive l'économie de ressources précieuses pourtant nécessaires pour l'investissement et la relance. C'est un cercle vicieux, une dynamique destructrice. Et ce qui rend la situation encore plus critique, c'est que le Japon doit faire face à cela en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Dernier signal d'alarme en date, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a atteint 3,15%. C'est un record absolu. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 30 ans. Et c'est surtout un signal d'alerte historique. Lorsqu'un pays ne parvient plus à vendre ses obligations de long terme, deux scénarios se présentent. Soit les investisseurs anticipent une inflation élevée et jugent que les paiements de la dette ne couvriront pas leur rendement. Soit ils estiment que l'économie entière risque de s'effondrer, menant potentiellement à un défaut de paiement. C'est pourquoi la situation japonaise inquiète profondément les marchés. Il faut bien comprendre à quel point le Japon est interconnecté aux marchés mondiaux et en particulier à ceux des États-Unis. Le yen, après tout, est l'une des monnaies de réserve les plus utilisées au monde. Mais même dans ce contexte, alors que les investisseurs fuient les actifs américains et réorientent une partie de leurs capitaux vers le yen, les taux japonais continuent de grimper. Ce n'est donc pas un simple problème de devise, c'est bien toute l'économie japonaise qui est sous pression. Et la guerre commerciale relancée par Trump ne fait qu'aggraver la situation pour Tokyo. L'économie japonaise a déjà commencé à vaciller. Au premier trimestre de cette année, le PIB s'est contracté de 0,7% ajusté de l'inflation. Comme les États-Unis, le Japon a désormais un pied dans la récession. Et ce chiffre est tombé avant même l'escalade tarifaire imposée par Trump. En y regardant de plus près, les données sont inquiétantes. Le Japon semble entrer dans une phase de récession à répétition. En 2023, le pays a déjà connu 3 trimestres consécutifs de contraction économique, soit 9 mois de recul. L'année 2024 avait offert un léger répit, notamment grâce à une reprise des exportations alimentée par l'effondrement du yen. Mais les chiffres récents du premier trimestre annoncent une rechute imminente. La consommation privée est restée totalement stagnante, avec une croissance de 0%. Les exportations ont chuté de 0,6%, tandis que les importations ont augmenté de 2,9%. Or, les importations pèsent négativement sur le PIB. Autrement dit, cette hausse est une mauvaise nouvelle, surtout si les exportations et la consommation intérieure s'effondrent en parallèle. Quant à l'investissement des entreprises, il a progressé d'1,4%. Mais dans le contexte actuel, cette dynamique semble difficilement soutenable. Ces indicateurs révèlent plusieurs fragilités structurelles de l'économie japonaise. Les coûts de production augmentent, rendant les produits japonais de moins en moins compétitifs à l'export. Depuis janvier, le yen se renforce face au dollar, ce qui renchérit encore davantage les biens japonais sur les marchés internationaux. Résultat, les exportations japonaises perdent du terrain. Dans le même temps, la concurrence chinoise se fait de plus en plus pressante. Les exportateurs chinois, dopés par un yuan affaibli, grignotent des parts de marché essentielles au Japon. Et sur le plan intérieur, la situation n'est guère plus encourageante. La demande domestique ne peut pas compenser la faiblesse des exportations. Pourquoi ? Parce que les dynamiques démographiques jouent contre le pays. La population vieillit rapidement et le renouvellement générationnel ne suit pas. En clair, le Japon ne peut pas compter sur sa population pour relancer la consommation intérieure. Les données démographiques sont implacables. Selon les dernières projections, le Japon vieillit à un rythme fulgurant. D'ici 2045, la tranche d'âge la plus active, les 15 à 64 ans, passera de 60% à environ 52% de la population. Les moins de 16 ans, eux, tomberont à tout juste un peu plus de 10%. En parallèle, les plus de 65 ans passeront de 30 à près de 40%. Cette évolution démographique représente un problème gigantesque.
Contrairement aux États-Unis ou à l'Europe, le Japon n'a pas de politique migratoire significative. Il n'y aura donc aucune vague d'immigration massive pour compenser cette chute de la population active. Et dans une société vieillissante, sans renouvellement démographique, les dépenses sociales explosent. Les pensions, les retraites, le système de santé, tout repose sur une base de plus en plus étroite. Plus la population vieillit, plus l'État doit dépenser pour soutenir le système. Le Japon dispose pourtant d'un système national de retraite et de santé performant. Il est à la fois efficace et bien géré. Mais le maintenir en l'état exige des ressources financières considérables. En 2024, le déficit budgétaire du Japon est projeté à 3,6% du PIB, contre 2,9% l'année précédente. C'est certes bien inférieur au déficit américain, mais cela reste un niveau préoccupant. Alors pourquoi le Japon n'investit-il pas davantage pour relancer son économie? Pourquoi ne pas injecter massivement des fonds publics comme le font d'autres pays? La réponse est simple, il ne le peut pas. Le niveau d'endettement est devenu un véritable carcan. À cela s'ajoute un autre problème. L'inflation au Japon est aujourd'hui l'une des plus élevées du G7. L'indice des prix à la consommation y atteint environ 4% contre moins de 2,5% aux États-Unis et en Europe. Autrement dit, imprimer de l'argent pour stimuler l'économie est quasiment impossible, sans risquer de relancer une spirale inflationniste. C'est précisément le piège économique dans lequel le Japon est enfermé. Plus la dette est lourde, moins les options sont nombreuses. Et chaque décision comporte désormais des risques majeurs. En théorie, le Japon devrait relever ses taux pour contenir l'inflation. Mais en pratique, cela aggraverait encore davantage le poids de la dette. C'est un dilemme insoluble. Depuis 2010, la Banque du Japon a adopté une politique de contrôle de la courbe des taux, appelée Yield Curve Control. Pendant 13 ans, elle a massivement racheté des obligations chaque année pour maintenir les taux d'intérêt bas. Mais en 2024, changement de cap. La Banque du Japon a commencé à vendre ses actifs obligataires. Un revirement spectaculaire en pleine guerre commerciale. C'est une prise de risque énorme, car en réduisant ses achats, elle fait baisser artificiellement la demande pour la dette japonaise. Et cela signifie une chose, le principal acheteur d'obligations japonaises se retire. Certes, on observe un afflux de capitaux vers le yen, mais malgré cela, les taux obligataires continuent de grimper. Et c'est là que le véritable problème apparaît. Les fondamentaux économiques du Japon sont fragiles et l'inflation reste persistante. Face à cette situation, Tokyo durcit sa position vis-à-vis de Washington, car le Japon ne peut tout simplement pas accepter les droits de douane sur l'acier et l'automobile. Une taxe à l'importation de 25% grignoterait leurs marges et achèverait leurs exportations. Le Japon a bien observé ce qui s'est passé avec la Chine. Pékin a tenu tête à Washington. La Chine a joué la carte du bras de fer et elle a gagné. Alors, le Japon tente à son tour de s'inspirer de la stratégie chinoise, en espérant qu'elle fonctionne. Et il le faut, car le marché obligataire ne pardonne aucune faiblesse. Le dernier appel d'offres sur les obligations japonaises vient de le prouver. Les rendements ont explosé. Les taux à 10 ans sont repartis à la hausse. Mais ce sont surtout les obligations de très long terme, les titres à 20, 30 et 40 ans, qui ont littéralement bondi vers des sommets historiques. La confiance est en train de s'effondrer. Plus personne ne veut de ces obligations ultra longues, car l'économie japonaise reste trop vulnérable. Les gestionnaires de fonds attendent désormais une intervention de la Banque du Japon pour stabiliser la situation. Et c'est là que surgit un risque majeur pour les États-Unis. Car deux menaces planent, une possible implosion du marché obligataire américain et de la bourse américaine. Pourquoi? Parce que le Japon doit trouver un moyen de faire redescendre ses propres rendements obligataires dans un climat de panique généralisé. Revenir en arrière, faire machine arrière et recommencer à imprimer de la monnaie, c'est risqué, car cela relancerait l'inflation et gonflerait encore plus la dette nationale. Alors quelle est l'autre option? Le Japon possède un levier gigantesque, plus de 1100 milliards de dollars de dette américaine. Et je pense que vous voyez très bien où cela nous mène. Si le Japon décidait de vendre ses bons du trésor américain, plusieurs conséquences immédiates apparaîtraient. D'abord, le dollar chuterait davantage, tandis que le yen se renforcerait. Cela permettrait de contenir l'inflation au Japon en réduisant les coûts des importations, notamment de l'énergie et de l'alimentation, que le pays importe à près de 90%. Ensuite, si Tokyo utilisait l'argent récupéré pour acheter ses propres obligations d'État, les rendements locaux baisseraient mécaniquement,
par simple jeu de l'offre et de la demande. En d'autres termes, le Japon échangerait des obligations américaines contre sa propre dette publique. Et sur le court terme, les marchés accueilleraient cette manœuvre comme un signal fort. Cela montrerait que le gouvernement ou la Banque du Japon prend enfin des mesures concrètes pour défendre son marché obligataire. Mais attention, chaque action du Japon implique une contrepartie. Contrairement à la Chine, une vente massive de bons du Trésor américain pourrait trop renforcer le yen. Et si la devise japonaise devient trop forte, les exportations seraient encore plus pénalisées. Autrement dit, cette stratégie s'apparente à une option nucléaire. C'est un levier puissant, mais aux conséquences potentiellement dévastatrices. Et aujourd'hui, le Japon n'a quasiment plus aucune marge de manœuvre. Mais est-ce que Scott Bessent laissera faire une telle manœuvre? Car un tel mouvement ferait baisser le dollar, mais ferait bondir les rendements obligataires américains avec des conséquences immédiates sur le financement de la dette des États-Unis. Qu'il s'agisse d'obligations à 10 ans ou à 30 ans, les taux atteignent déjà des niveaux supérieurs à ceux du crash d'avril. Et cette dynamique dépasse désormais le simple cadre d'un déclassement par les agences de notation. C'est toute l'architecture de l'économie mondiale qui commence à vaciller. L'inquiétude est générale et le pessimisme gagne du terrain sur l'économie américaine. Résultat, les importations américaines diminuent, les prix grimpent, et de plus en plus de pays, y compris le Japon, choisissent de jouer la carte du bras de fer avec les États-Unis. Trump lui-même semble ne plus savoir quelle est la ligne directrice de la politique commerciale américaine, ni ce qu'elle sera demain. Pas de cap, pas de stratégie cohérente, et pourtant, les États-Unis imposent désormais des droits de douane massifs. Écoutez-le. On applique dès maintenant des taxes de 25% sur les voitures, 25% sur l'acier et l'aluminium, 25% sur d'autres produits, et cela pourrait monter à 50%, 75%, voire 100% dans certains cas. Il faut qu'on relocalise l'industrie pharmaceutique. Une fois que ce sera lancé dans les prochaines semaines, ça repartira comme jamais. D'ailleurs, c'est déjà en train de repartir parce qu'ils savent qu'on passe à l'action. Un discours flou, improvisé, mais aux conséquences très concrètes. Et ce n'est là qu'un aspect du problème commercial. Car sur le plan budgétaire aussi, les signaux sont au rouge. Et ce que Trump décrit là n'est que le volet commercial du risque. La politique budgétaire américaine est, elle aussi, en pleine dérive. Le plafond de la dette va une nouvelle fois être relevé. Scott Bessent l'a confirmé. Les États-Unis ne feront pas défaut. Une manière détournée de dire qu'ils continueront à dépenser sans limite. Les signaux d'alerte s'accumulent. Le bureau du budget du Congrès prévoit que la dette publique atteindra 107% du PIB d'ici 2029, dépassant ainsi les records de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas tout. D'après Moody's, les déficits colossaux sont l'une des raisons principales de la dégradation de la note souveraine. Le déficit fédéral devrait grimper jusqu'à 9% du PIB d'ici 2035, soit près du triple de celui du Japon. Dans ces conditions, rembourser la dette devient illusoire. Et c'est pour cela que l'accord commercial avec le Japon est crucial. Sauver l'économie japonaise, c'est aussi préserver la stabilité des États-Unis. La solution immédiate serait simple, supprimer les droits de douane imposés au Japon, notamment sur les voitures. Car plus les rendements japonais montent, plus Tokyo se rapproche de la zone de désespoir. Petit rappel, pour mesurer l'ampleur du désastre, le rendement des obligations japonaises à 30 ans dépasse les 3%, un niveau inédit et surtout un signal dévastateur pour un mécanisme clé des marchés financiers, le carry trade en yens. Pendant des années, la stratégie classique consistait à emprunter en yens à très bas taux, puis à investir dans des obligations américaines plus rémunératrices. Mais cette mécanique repose sur deux piliers, un yen faible et des taux américains intéressants. Aujourd'hui, ce modèle s'effondre. Pourquoi ? Parce que le Japon offre désormais une alternative plus sûre, sans risque de change. Le rendement à 2 ans n'est que de 0,7%, mais à 30 ans, on grimpe à 3,1%. Un écart suffisant pour que les investisseurs, y compris les particuliers, puissent emprunter à court terme, puis placer à long terme, sans quitter le marché japonais. Et surtout, tout se fait en yens. Plus besoin de jongler avec les devises. Cette configuration est catastrophique pour les investissements américains, car tout le modèle du carry trade basé sur le yen s'effondre. Emprunter à taux bas au Japon pour acheter des actions ou des obligations américaines. Cela n'a plus de sens, surtout si le dollar continue de s'effondrer. Dans ce cas, les investisseurs risquent de subir des pertes massives liées au taux de change et de gâcher des années de rendement potentiel. Et si le Japon décidait de vendre massivement ses bons du Trésor américain,
Peu importe que ce soit la Banque du Japon ou des fonds privés, l'impact serait le même, la chute brutale des prix des actifs américains. La situation est extrêmement grave. Lors d'un forum économique, Scott Bessent a défendu l'idée d'un dollar fort, expliquant que c'était essentiel pour attirer les flux de capitaux vers les États-Unis. Mais selon lui, un dollar fort ne signifie pas forcément un taux de change élevé. C'est surtout une question de confiance et de stabilité économique. Et dans un contexte de tension commerciale, il devient de plus en plus difficile d'attirer ces capitaux. Aujourd'hui, Bessent brandit des menaces diplomatiques. Des lettres sont envoyées à divers pays avec des ultimatums sur mesure. Accepter les conditions américaines ou subir les conséquences. Mais appliquer cette méthode avec le Japon serait une grave erreur. Le ministre japonais Kato s'apprête à rencontrer Bessent pour parler des devises. En réalité, l'objectif est clair, permettre au Japon de maintenir un yen faible ou au minimum d'en contrôler lentement l'appréciation. Car si Bessent insiste pour imposer un nouvel accord monétaire, une sorte de Plaza Accord de 2.0, cela pourrait faire exploser l'économie exportatrice du Japon, déstabiliser son marché obligataire et plonger par effet domino le marché américain de la dette dans le chaos. Le Japon pourrait très bien liquider ses réserves d'1 trillion de dollars de bons du trésor américain pour survivre. Et à ce stade, Bess ne peut tout simplement pas se permettre que cela arrive. Alors, selon vous, le Japon va-t-il vendre ses bons du trésor pour sauver son économie? Et les États-Unis vont-ils continuer à exercer des pressions sur Tokyo, malgré les risques systémiques? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et surtout, restez vigilants.